Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur les questions de parentalité responsable. Alors c'est un webinaire dédié aux partenaires en Afrique parce qu'il y a certaines questions qui sont communes que l'on voit régulièrement et donc nous trouvions intéressant d'approfondir le premier webinaire et ainsi que la publication qui va bientôt être finalisée et élaborée par Abel. Donc voilà, cette dernière séance va permettre de réfléchir sur des points un peu plus pointus avec des questions sur les difficultés que vous êtes amenés à rencontrer dans l'accompagnement des parents pour qu'ils soient à la fois par- pour qu'ils puissent faire plus participer les enfants dans la vie quotidienne de la maison, dans la prise de décision, et aussi pour faire comprendre aux parents que la parentalité positive et responsable, et la participation des enfants, c'est un plus pour eux et que ça ne doit pas être une contrainte. Il y aura un point aussi sur la question du positionnement des parents, parce que souvent, il y a des désaccords au sein du couple. Il y a aussi des difficultés, on le voit souvent lors des séparations et qu'il y a un beau-parent qui est présent. Donc ça, on voit souvent que les enfants se plaignent du nouveau beau-parent et des différences qui sont faites. Donc ça pouvait être un point important aussi à discuter. Et puis, comment aider à renouer? On voit souvent que à l'adolescence, il y a des ruptures. L'enfant peut même terminer dans la rue et renouer avec un parent, c'est souvent difficile dans un sens et dans l'autre parce que l'enfant a beaucoup de liberté et puis de l'autre côté, le parent ne veut plus entendre parler de l'enfant aussi. C'est une difficulté de refaire confiance. Il a d'autres préoccupations, donc je pense que ça, ça sera aussi un point de discussion. Donc, on commencera par la question du positionnement entre les parents, et puis dans un deuxième temps, on parlera de la question de la participation des enfants dans la vie de famille, comment on fait pour développer cette culture de la participation. Donc, je remercie beaucoup Abel pour cette dernière intervention et pour cette adaptation. Et je pense qu'on pourra aussi, s'il y a des questions, les laisser aussi parvenir pour un peu affiner et que c'est pas des solutions toutes faites, c'est plus pour aider à approfondir la réflexion, pour qu'on puisse avoir des pistes, parce qu'il n'y a jamais une solution dans l'accompagnement des enfants, mais les idées des uns et des autres peuvent nous inspirer. Merci à vous et bonne séance. Et, et n'oubliez pas de sélectionner la langue pour l'interprétation. En bas, vous pouvez sélectionner interprétation. Choisissez bien français pour ne pas, sauf si vous voulez suivre en espagnol. Voilà. Bonne séance. Merci. À vous, Abel. Bueno, gracias, Mariló. Bien, merci Marie-Laure, merci Diego et merci à toute l'équipe du BICE et merci à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés avec nous. En fait, la parentalité responsable correspond à une approche qui privilégie le développement, l'épanouissement des enfants, le respect de leurs droits et bien entendu les pratiques les plus efficaces dans le contexte de la parentalité. Toutefois, et cela pourrait représenter un obstacle dans notre chemin, cette approche a une très forte composante de prévention. Et donc, il ne s'agit pas tellement d'une réaction face à des situations critiques ou des situations extrêmes. La logique derrière ce modèle suppose que l'on puisse générer des conditions, des situations qui préviennent, qui évitent des situations de violation des droits, etc., dans le contexte de la parentalité. Alors, cela signifie que si dans mon contexte, il y a de la violence, il y a de la maltraitance, il y a viol des droits,
on ne peut pas intervenir. Non, au contraire, il faudrait plutôt penser qu'il ne suffit pas de ne prendre en considérant que ce modèle. Je vais essayer d'être plus clair. Nous pouvons éduquer avec des structures, avec de la gentillesse, de la bienveillance. Mais si on voit qu'il y a une situation d'abus sexuel, de maltraitance, alors il faudra ajouter d'autres instruments, donc faire recours à un système de protection. Et cela signifie recourir à des figures juridiques, disposer d'autres instruments ou d'autres services, des services de santé, par exemple. Alors, il faudra faire appel à la psychiatrie. Et donc, il faut connaître les limites du modèle parce qu'on ne peut pas prétendre de soulever un bateau à main nue. Bien sûr, nous avons une certaine force dans nos bras, mais nous ne sommes pas assez forts pour soulever le tout. Donc, nous avons besoin d'instruments, d'outils complémentaires. Alors, et c'est là le point de départ, hein, un point important. Il faut également comprendre qu'il y a une complémentarité entre les différentes formes de parentalité respectueuse et les droits des enfants. Car si nous ne reconnaissons pas que l'enfant est un sujet de droit, eh bien, cela n'aurait aucun sens de soutenir ces stratégies de parentalité qui peuvent représenter un défi dans certains cas par rapport au modèle que nous avons reçu de nos parents. Et donc, il faut commencer par reconnaître que les enfants sont des sujets de droit. Et il faut comprendre également que ces propositions ne sont pas uniquement des propositions très belles sur le plan théorique, mais qu'il s'agit de faits qui se basent sur des preuves. Alors, il faut commencer par identifier les pratiques qui ont effectivement été efficaces et voir quelles sont les pratiques qui ne l'ont pas été, par contre. Et donc, à partir de là, voir quels sont les éléments de la stratégie, des stratégies de la parentalité traditionnelle, comme les punitions corporelles qu'il faut éviter et éliminer. La punition est beaucoup moins efficace qu'on ne le pense, en fait. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude sérieuse concernant le développement et l'épanouissement des enfants qui affirme que la punition ou corporelle, l'humiliation sont des instruments efficaces pour la parentalité. Au contraire, les effets nocifs ont été mis en évidence par ces études. Et donc, pour pouvoir approfondir ce thème, il faut que nous plongions dans un contexte qui contient des principes de droit et qui contient également des éléments scientifiques, des éléments provenant d'une recherche scientifique approfondie. Et donc là, j'aimerais m'étendre un peu là-dessus et puis prévoir un espace pour des questions et des réponses par rapport au contexte dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes appelé à agir. Alors, il se peut que certaines situations, comme je vous l'ai dit au début, ne pourront pas être affrontées uniquement dans le cadre de cette parentalité responsable. Nous aurons besoin d'autres outils également. Mais je suis convaincue que la parentalité responsable en tant qu'approche représente un instrument qui contribuera à la garantie des droits de l'enfant et à sa protection. Et donc, dans les cas où la parentalité responsable n'est pas suffisante, nous pouvons savoir que ces éléments ne sont pas nocifs en tout cas. Et donc, nous devons comprendre que nous pouvons avoir besoin d'autres instruments également.
mais nous devons adopter une approche de parentalité respectueuse depuis la petite enfance et poursuivre sur cette voie tout au long de l'épanouissement et de le développement des enfants. Et donc, avec cette première intervention, j'aimerais vous donner la possibilité de poser vos questions, de partager vos doutes si vous en avez. Une question? Oui, frère Gaston. Gaston, au Tchad, est-ce qu'il peut arriver à nous faire la différence entre la sanction et la punition? Parce que ici, on parlait plus de punition, on l'a laissé tomber parce que ça avait un caractère péjoratif. Pour partir vers la sanction, on pense que ça peut exalter, ça peut remettre la personne sur les rails. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même des fois des réactions à avoir. Alors, quel est le bon terme à utiliser ou jusqu'où peut aller une sanction éducative voilà. C'est ça. Merci. Muy bien. Es muy interesante esta pregunta. Très bien. C'est une question très intéressante. Très intéressante, oui, parce qu'elle aborde un aspect central. La logique derrière la punition en tant qu'instrument, en tant qu'outil ou en tant que processus implique la création d'un certain degré de malaise et que ce malaise devrait provoquer un changement dans le comportement. La punition peut être parfois interprétée comme quelque chose qui est justifié et parce que c'est en fait la conséquence négative face à un fait qui doit être corrigé. Et donc la punition se base justement sur c'est-à-dire provoquer la punition est une conséquence désagréable par rapport à un comportement qui ne devrait pas se répéter. D'un autre côté, on parle également de conséquences. Lorsque nous approfondissons certains contextes et nous essayons d'éliminer la punition, eh bien, on pourrait dire, eh bien, si les enfants ne sont pas sages, si les élèves ne sont pas sages, alors, et s'il n'y a pas de punition, c'est comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais il ne s'agit donc pas de nier les conséquences, mais en fait, la conséquence devrait être notre recherche d'une aide. Comment aider l'enfant, comment aider l'élève? Alors, la punition crée un malaise. Alors, par exemple, un enfant casse un verre et son père ou sa mère le tape, lui donne la fessée. Alors, quel est le rapport entre la douleur provoquée par la fessée et le verre cassé? La fessée ne va pas réparer le verre. La fessée va provoquer un malaise uniquement et on espère que ce malaise évitera à l'avenir d'autres verres cassés. Alors, quel est le lien entre les deux? Et en fait, ce lien qu'on crée entre la fessée et le verre n'est pas efficace. Alors, il faudrait créer un lien entre l'acte et la possibilité de réparation. Et par exemple, si l'enfant casse un verre, eh bien, il faudrait peut-être lui demander, s'il est en âge de le faire, de ramasser les morceaux. Il faudrait lui demander qu'il demande des excuses. Donc, d'autres mécanismes qui peuvent être plus efficaces. Un autre exemple, lorsqu'un enfant ne veut pas étudier, et alors les parents appliquent des punitions physiques ou bien l'empêchent d'utiliser certaines choses, de jouer d'une certaine manière. Et donc, il y a une grande frustration chez l'enfant. Et donc,
comment est-ce qu'il va, après cette frustration, se concentrer sur les études. Et donc, le père et la mère deviennent des bourreaux dans une certaine façon. Alors, si on intervient d'une autre façon, eh bien, ce malaise sera différent. Alors, par exemple, l'enfant veut sortir, aller dans la cour pour jouer au foot ou pour s'amuser d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Étant donné que tu n'as pas fait tes devoirs, tu ne pourras pas aller jouer au foot. Et donc, est-ce qui va créer une frustration? Ou bien est-ce qu'on va dire à l'enfant, pour aller jouer, tu dois d'abord finir tes devoirs. Et quand est-ce que tu iras jouer? Quand tu auras fini tes devoirs. Et donc, par exemple, si l'enfant doit se coucher à 8 heures du soir, et s'il est 6 heures et l'enfant n'a pas encore fait ses devoirs, eh bien, il faut le faire comprendre qu'il aura, s'il ne fait pas ses devoirs, il aura encore moins de temps pour aller jouer. Et donc, de cette façon, le père ou la mère lui fait comprendre s'il ne remplit pas ses obligations, il ne pourra pas aller s'amuser. Et donc, là, on établit un lien et on ne parle pas de punition. Ce n'est pas une punition dans le vrai sens du mot. Même sur le plan psychologique, on parle d'intervention positive. Il faut, en fait, la punition négative n'est pas efficace. On obtient plus de résultats en privant l'enfant de quelque chose plutôt qu'en lui donnant une claque ou une fessée. Et donc, la punition ne garantit pas l'apprentissage, n'apprentit pas la réflexion. Alors que le but poursuivi est justement de faire apprendre. Bien sûr, il y a d'autres questions qui peuvent se poser par rapport à cet aspect, ou bien s'il y a encore d'autres questions concernant d'autres thèmes. J'ai reçu de l'équipe du lycée une liste de thèmes à aborder et c'est ce que je vais faire. Mais j'aimerais savoir si maintenant vous avez des questions. Alors, tout d'abord, comment aider les parents à harmoniser leur position lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur un certain, c'est-à-dire comment accompagner les parents dans la construction de leur foyer et comment on les aider à acquérir des compétences éducatives. Alors, pour ce qui est de ce point, alors, il n'y a pas une seule réponse toute faite. Si cette réponse existait, je serais devenue milliardaire, vraiment, parce que j'aurais trouvé la solution à un des problèmes les plus importants de l'humanité. En fait, harmoniser les faits, les choses. Alors, je pourrais, par exemple, proposer différents regards. Il n'y a pas une seule réponse, une seule solution. Alors, pour résoudre un conflit, lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les parents, eh bien, il faut d'abord reconnaître l'autre. Très souvent, les parents veulent être reconnus, veulent recevoir de l'empathie, mais cette reconnaissance et cette empathie n'est pas partagée avec les enfants. Et donc, un enfant qui n'a jamais reçu d'empathie, qui n'a jamais reçu de reconnaissance de la part de ses parents, aura du mal à établir un rapport avec ses parents. Et donc, la reconnaissance des sentiments, des besoins des deux parties et des acteurs impliqués. Et je suis sûre que ceux qui ont participé aux activités se rappellent que nous avons également parlé d'objectifs à long et à court terme. Beaucoup de parents se fixent sur des objectifs à court terme, c'est-à-dire ce que je veux que l'enfant fasse maintenant. Et c'est là le moment le plus critique, c'est-à-dire, là on parle d'obéissance, bien sûr. L'objectif à long terme nous
pousse à penser sur le type de personne que je souhaite que mon enfant devienne. Alors, quel est le rapport entre ces deux positions? Eh bien, lorsque mon regard se fixe sur des objectifs à court terme, nous pourrions dire que c'est une bataille et une lutte qui n'aura pas de fin. Alors que si nous adoptons une approche d'objectifs à long terme, nous voyons que nous avons plusieurs moments où nous pouvons intervenir. Nous pouvons voir quelles sont les différentes situations qui peuvent se présenter et dans lesquelles nous pouvons éviter les conflits. Par exemple, si les parents doivent intervenir immédiatement, cela provoque un épuisement. Alors, nous devons choisir les domaines sur lesquels nous voulons concentrer nos énergies pour promouvoir la responsabilité, par exemple, des enfants. Donc, voir quels sont les éléments nécessaires, les éléments critiques pour l'obtention de ces objectifs à long terme. Alors, si mes méthodes, si mes actions vont dans un sens contraire à ces objectifs à long terme, je dois réexaminer ma situation, revoir ma situation. Alors, un exemple, un enfant arrive à la maison, sonne chez le voisin et demande si son père ou sa mère sont là. Et le voisin lui dit, et alors, l'enfant est à la maison, le voisin sonne à la porte et son père et sa mère lui disent, dis au voisin que je ne suis pas là, ou maman dit ou papa dit dis-lui que je ne suis pas là. Alors, l'enfant pourra dire, maman ou papa m'ont dit de dire qu'il n'était pas là. Mais là, l'enfant vit une contradiction très forte parce que l'enfant voit qu'un adulte lui demande de dire la vérité et en même temps, dans un deuxième temps, ce même adulte va lui demander de dire un mensonge. Et alors, les décisions que nous prenons pendant la journée peuvent provoquer parfois des résultats contraires à ce que nous souhaitons obtenir à long terme. Et d'un autre côté, comme nous l'avons déjà dit par rapport à la punition, eh bien, un élément clé, et ce sera très utile en fait tout au long de l'expérience, eh bien, et là je fais allusion à la participation active des parents dans la parentalité, mais cela suppose de leur part de retrouver le rapport qu'ils avaient, eux, avec leurs propres parents, c'est-à-dire comment ils ont vécu la parentalité de leurs parents, c'est-à-dire comment ils ont vécu leur rôle en tant que fils ou fille. Très souvent, les parents qui sont peu impliqués dans la parentalité positive de leurs enfants, ce sont des parents qui, lorsqu'ils étaient enfants, n'ont pas vécu cette parentalité positive avec leurs propres parents. Et donc, il y a à un certain point un vide qui s'est produit. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Cela veut dire qu'il faut aider ces parents qui sont absents, les aider à se connecter avec les besoins qu'ils ont eus lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient fils ou filles. Donc, il faut que ces personnes se reconnectent avec leur propre expérience pour retrouver des motivations et pouvoir promouvoir des changements. Mais les parents qui ne sont pas en contact concret avec leur propre expérience auront beaucoup de mal à provoquer ou à générer des changements dans les
dans leur parentalité par rapport à leurs propres enfants. Alors là, dans notre question, quelles recommandations pouvez-vous nous donner pour faciliter les rapports avec un beau-père ou une belle-mère? Eh bien, très souvent, et là, je parle de situations difficiles parce que les enfants se plaignent parfois, par exemple, des rapports qu'ils ont avec leur belle-mère ou avec leur beau-père ou même avec les enfants de la belle-mère ou les enfants du beau-père. Alors, je crois que les familles recomposées à partir de séparation, de divorce et de nouvelles unions représentent, c'est vrai, un défi parfois, parce que le nouveau couple n'était pas prêt nécessairement à accueillir cette belle-fille ou ce beau-fils. Alors, dans ce contexte, le rôle parental est très important, bien sûr, mais il ne faut pas faire de confusion. On ne peut pas, dès le début, avoir une volonté de remplacer ce père ou cette mère qui existe déjà. Il faut assumer un rôle complémentaire, mais qui demande beaucoup de bienveillance et une certaine structure également. Très souvent, la figure du beau-père ou de la belle-mère est considérée comme une figure qui punit, qui établit des limites, qui réclame, qui gronde, etc. Elle est rarement perçue comme une figure affectueuse. Et donc, il faut intervenir pour changer cette figure. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut créer des liens d'affection. Il faut que cet enfant se sente aimé par son beau-père ou par sa belle-mère. Très souvent, cela n'a pas lieu parce que le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire a peur d'occuper une fonction qui peut finir d'un jour à l'autre, ou bien parce que la personne, le nouveau partenaire, la nouvelle partenaire, considère que cet enfant n'est pas à moi, donc pourquoi est-ce que je devrais m'impliquer plus que ça? Et donc, et voilà ce qu'on obtient. Et donc, tous ces rapports au niveau du couple auront bien sûr un impact dans les rapports avec les enfants, et le rapport avec les enfants aura un impact également sur les rapports au sein du couple. Bien sûr, si vous avez des doutes ou des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Quelles sont les façons pour aider à reconstruire la relation entre parents et adolescents lorsque il n'y a plus de confiance? Alors, il y a des situations typiques, par exemple, le père ne veut plus entendre parler de son fils qui est en conflit avec l'un, ou avec sa fille qui est tombée enceinte, ou l'enfant qui quitte la maison et ne veut plus rentrer. Alors, tout d'abord, la confiance est un processus qui se construit jour après jour. Mais en même temps, il y a des événements ponctuels qui peuvent briser cette confiance. Donc, il faut faire attention. Et cela a à voir avec les promesses que l'on fait, si on réalise les promesses, etc. On doit faire comprendre à l'autre que le père ou la mère vont protéger leurs enfants.
Et j'en reviens, cela se relie à la question précédente. Alors, si on ne travaille pas sur le lien, sur la connexion, eh bien, j'aurais du mal à reconstruire cette confiance. Le mot-clé ici est encore sécurité, c'est-à-dire que pouvons-nous faire pour que l'enfant se sente sécurisé avec nous? Et là, il s'agit de de communiquer nos émotions, notre affection. Et dans ce processus, c'est dans ce processus que nous devons également aider à résoudre des problèmes. Il faut essayer d'identifier les situations qui ont généré ce mal-être et essayer d'arriver à des accords pour que ces situations ne se répètent pas. J'ai vu Anna qui voulait poser une question. Là, je ne vois plus mon main levée. Anna, tu veux intervenir? Oui, allô, bonjour Abel, bonjour à tout le monde. Ma question, c'est sur les obligations. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé des obligations de l'enfant. Comment amener, parce que l'enfant ne connaît pas, c'est nous les parents qui devrons amener ses enfants à connaître ses obligations. Et je pense que si l'enfant arrive à connaître plus ou moins ces obligations, ça faciliterait peut-être l'éducation que nous voulons donner et ça éviterait également la punition ou bien les sanctions comme on est en train de les faire et tout ça. Mais comment amener, nous en tant que parents, comment nous pourrions amener ces enfants-là à connaître ces obligations et à faire ces obligations-là, comment? Pour faciliter la tâche à l'éducation que nous voulons leur donner. Merci. C'est une excellente question, Ada, parce que cela nous permet d'aborder un aspect très important, c'est-à-dire la structure. Pour qu'un enfant puisse respecter ses obligations, il doit avoir des informations, c'est-à-dire il doit savoir ce qu'on attend de lui. Parfois, les parents, les attentes des parents sont évidentes, mais lorsque nous nous trompons souvent, nous commettons des erreurs parce que la mentalité, l'esprit d'un enfant est différent. Donc, l'une des composantes clés de la structure, le mot-clé ici, c'est information. Alors, il s'agit de donner des modèles de comportement clairs. Je veux dire par là. Alors, qu'attendons-nous de l'enfant et quels sont les pas que nous devons faire pour atteindre notre objectif? Un exemple tout simple. Alors, on demande à l'enfant de ranger sa chambre, mais nous ne lui disons pas qu'entendons-nous par ranger la chambre. L'autre jour, des parents me disaient que leur fils ne voulait pas ranger leur chambre. Et lorsque je parle avec l'enfant, je me suis rendu compte que pour l'enfant, il s'agissait de ranger ses jouets. Et cela ne voulait pas dire qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait faire le lit, qu'il fallait remettre le livre sur les étagères. Alors, pour qu'un enfant fasse une obligation, il faut lui faire comprendre ce qu'on attend de lui, quelles en sont les raisons. Parfois, nous lui demandons de faire quelque chose, mais nous ne lui expliquons pas pourquoi. Et enfin, lorsqu'il s'agit d'activités nouvelles qui impliquent des capacités que l'enfant ne possède pas, il est important de forger son comportement et de résoudre les problèmes ensemble. Et donc, il faut donc accompagner les enfants. Par exemple, nous demandons de ramasser ses jouets et si nous l'aidons, lorsque l'enfant est tout petit, si nous l'aidons à ranger les jouets, eh bien, cela est très utile. En rangeant les jouets ensemble, c'est ainsi que s'enclenche le processus d'apprentissage. Si nous le faisons à la place de l'enfant sans l'impliquer dans l'activité, il n'apprendra pas. L'enfant apprend lorsque l'on fait les choses ensemble. Et c'est un instrument très utile pour générer des relations.
Et, et c'est ainsi qu'on obtient également une autonomie, l'autonomie de l'enfant. Mais il faut expliquer clairement ce que l'on veut, expliquer les raisons et accompagner l'enfant dans ce processus. Je vois d'autres questions. Par exemple, sur la participation des enfants dans la vie de famille. Les pères considèrent que les enfants participent parce qu'ils font des activités ménagères, mais ils ne participent pas à la prise de décision. Que doivent faire les parents pour tenir compte des opinions de leurs enfants? Alors là, nous en revenons aux objectifs à long terme. Si un enfant, si on n'encourage pas l'enfant à formuler sa propre pensée, ses propres idées, si nous ne le faisons pas dès l'enfance, lorsque cet enfant arrivera à l'âge adulte, on peut les considérer comme des adultes apathiques qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui se laissent influencer. Mais pour pouvoir développer la maturité et pouvoir apprendre les choses de la vie, il doit être à même de décider et de commettre des erreurs. C'est tout simple. Lorsque un enfant tout petit, on peut lui demander quelle chemise tu préfères, la chemise rouge ou la chemise bleue, la verte ou la jaune, et pour que l'enfant puisse décider. Les parents pensent que lorsque c'est l'enfant qui prend la décision, ils perdent de leur autorité. Pourtant, lorsqu'on donne la possibilité de choisir aux enfants, eh bien, cela fait en sorte que l'enfant va développer ses capacités. Les parents ce sont toujours eux qui décident, disons. Ils n'ont pas besoin d'exercer l'autorité à travers la force ou des interdictions. Il s'agit de réduire la complexité de l'expérience et l'adulte doit choisir quelles sont les options qu'il présente à l'enfant de façon à l'impliquer dans la prise de décision. Bien sûr, aucun adulte n'accepterait que quelqu'un d'autre prenne des décisions sur sa propre vie sans le consulter. Eh bien, nous aussi, nous devons apprendre à consulter, interroger les enfants sur leurs pensées. Et il faut faire en sorte que les écouter leur opinion doit devenir une habitude quotidienne. Donc, il faut leur donner les informations. Un enfant qui sent qu'il fait partie d'une expérience, eh bien, ce sera un enfant qui sera beaucoup plus réceptif et qui pourra mieux répondre aux exigences, aux demandes de l'adulte. Ce qui est imposé produit généralement l'effet contraire. Donc, il faut les impliquer dans la prise de décision. Il y a une question, une main levée. Gaston. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que elle vient enrichir un peu sur le terrain. Mais nous sommes toujours heurtés à ce qu'on appelle ici les pratiques traditionnelles ou bien culturelles. Ça, c'est ça qui heurte un peu cette type qui va en contradiction avec ce que nous prenons maintenant. Parce que là, sur le plan culturel, on dit l'enfant n'a pas de parole, où il y a les adultes. Ça, c'est déjà un blocage. On ne consulte pas l'enfant parce qu'on se dit qu'il n'est pas encore mature. Or, quand vous supprimez la chicotte, ce que nous avons fait, par exemple, ici, alors on a eu une réaction assez vive des parents qui sont contre cette suppression, par exemple, de la chicotte. Mais il a fallu un peu organiser des séances de formation, de sensibilisation pour leur montrer le bien fondé de cette réduction d'utilisation de la chicotte ou même son éradication.
parce que ça permet à l'enfant de s'épanouir et de se sentir à l'aise pour pouvoir échanger plus sereinement avec l'adulte. Mais ils disent ici qu'avec ça, même s'ils échangent, l'enfant ne va pas comprendre. Les parents perdent aussi, ce que vous avez souligné tout à l'heure, leur autorité. Et ça crée souvent des affrontements dans la famille et ça se répercute aussi au niveau de l'école d'une manière ou d'une autre. Alors, comment arriver à lier un peu ou bien rétablir les liens et comment accompagner ces parents pour qu'ils se détachent un peu de ces appréhensions? C'est vrai qu'ils ont été forgés dans un moule, mais il y a un nouveau moule. Comment les amener progressivement à entrer? Est-ce que la formation et la sensibilisation suffisent ou bien il faut aller à un autre niveau de relation avec eux pour les amener à changer de schéma de pensée et d'action avec leurs enfants? Gastón, gracias por tu pregunta. Merci, Gaston. Je crois qu'il est important parce que tu as abordé la question culturelle. Nous disons toujours que la culture ne doit pas être un prétexte pour violer les droits. Nous vivons dans des cultures où il y a des cultures que dont nous devons tenir compte. Alors, je vois trois choses importantes. Tout d'abord, et c'est quelque chose que l'on peut travailler avec les parents, comment pouvons-nous faire en sorte que attendre que les enfants soient adultes pour qu'ils prennent des décisions. Comment pouvons-nous prétendre cela si nous ne les aidons pas à mûrir? Alors, certains aspects ou certains espaces communautaires ou collectifs, surtout dans ces espaces, il est possible que les adultes prennent des décisions et que pas tous les espaces sont des espaces qui permettent la participation des enfants. Mais ici, il s'agit de commencer à travailler là-dessus parce que il y a des expériences positives où les enfants participent dans ces espaces adultes. Mais il est important de commencer à travailler tout cela dans les tâches quotidiennes, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, comment va s'habiller l'enfant, quelle chemise il va mettre, s'il préfère mettre ça avant ou après. Ce sont des petites choses de la vie quotidienne dans lesquelles l'adulte a le contrôle de la situation, mais il consulte également l'enfant. Alors, bien sûr, nous ne devons pas penser que nous allons laisser toutes les décisions aux enfants. Bien sûr que non. Il s'agit de commencer par de petites choses concrètes pour préparer graduellement l'enfant à avoir un rôle de leadership et de participation dans la vie sociale. Il y a un autre aspect qui, à mon avis, est essentiel et qu'il faut travailler avec les parents. Et cela a à voir avec la différence entre autorité et pouvoir. L'autorité se construit avec l'exemple, avec le savoir, avec les connaissances. Nous reconnaissons quelqu'un comme une autorité lorsque nous voyons que cette personne a des connaissances et qu'elle a la capacité de m'aider à résoudre le problème. Alors que le pouvoir peut être exercé par quelqu'un que nous ne reconnaissons pas ou quelqu'un qui ne possède pas les meilleures compétences, mais qui possède la force. Alors, certaines personnes ont l'autorité et la force. Mais lorsque celui qui a la force n'exerce pas son autorité ou lorsque celui qui il y a des contradictions, alors c'est là que commence le conflit. Beaucoup de parents pensent qu'ils, s'ils reconnaissent leurs erreurs, ils vont perdre l'autorité, ou s'ils font participer les enfants, ils vont perdre leur autorité. Et alors que lorsqu'un père ou une mère reconnaissent leurs erreurs, et cela va renforcer leur image face à l'enfant.
Ce processus doit être progressif. C'est un exercice qui se fait progressivement dans la vie quotidienne. Par rapport aux risques, par exemple, en ce qui concerne les risques, les enfants ne savent pas évaluer les risques et il faut leur apprendre à évaluer les risques. Dans certains milieux, on ne permet pas aux enfants de parler devant une tierce personne. Et alors que l'enfant peut avoir des questions à poser. Et je parle par exemple des assemblées populaires, des assemblées communautaires. Et alors, il faut se poser la question de savoir quelles sont les questions que se pose l'enfant et quelles sont ses idées. Ce sont des questions que l'on peut aborder et qui permettent que les enfants puissent constater l'importance d'écouter les enfants et surtout l'importance d'avoir des enfants qui se sentent écoutés. Et puis, la question de la responsabilité. Il est plus difficile d'assumer les conséquences des décisions qu'ont prises les autres plutôt que d'assumer les conséquences des décisions que l'on a prises nous-mêmes. Donc, dans le chat, on nous demande comment se comporter avec un enfant qui est capricieux. Eh bien, qu'est-ce qu'un caprice? Parce que s'il veut intervenir sur des questions qui le concernent directement, ce n'est pas forcément un caprice. Alors, s'il veut intervenir, la Convention sur les droits de l'enfant parle des droits, non seulement des droits qui concernent directement les enfants, mais également parle de ceux qui intéressent, ceux qui concernent les enfants. Alors, l'enfant peut avoir un avis, une opinion. Cela ne veut pas dire que les parents sont obligés de mettre en œuvre cette opinion, mais un enfant qui ne peut pas se retenir et qui intervient de façon impulsive, eh bien, il s'agit d'un enfant avec lequel il faudrait peut-être travailler sur d'autres aspects comme sa capacité à affronter la frustration, entre autres. Donc, il faut voir le contexte plus vaste. Le problème n'est pas la participation, mais comment affrontons-nous cette question? Comment pouvons-nous permettre aux enfants d'intervenir? D'autres questions il est difficile pour ceux qui font des cours de paternité, mais la méthodologie est très utile. Au début, ça n'a pas été facile, mais la réunion s'est prolongée parce que les participants étaient très intéressés à se demander une autre session. Il s'agit de montrer aux parents c'est vrai que les parents sont très intéressés. Ici, il faut comprendre que nous ne pouvons pas nous attendre à des changements importants d'un jour à l'autre. Si nous avons des enfants, des adolescents qui ont passé 15 ans avec une certaine éducation, et si nous avons besoin de temps pour que ces changements se consolident. Alors, les enfants apprennent beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le penser. Et s'ils sont conséquents, on obtiendra des résultats. Bien sûr, il s'agit de faire des efforts, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas avec chaque enfant. Il est important de comprendre par rapport à l'intervention, la demande. Il ne s'agit pas de ne pas faire comprendre aux enfants leurs erreurs parce que les parents ont le devoir de corriger leurs enfants. Mais corriger, ce n'est pas les humilier, ce n'est pas leur crier dessus, ce n'est pas ne pas respecter leurs droits. C'est leur indiquer l'erreur. Et même chez les adultes, lorsque nous utilisons que des termes négatifs, cela produit des effets beaucoup moins positifs et beaucoup moins puissants que lorsque nous reconnaissons les progrès, les succès, les bons résultats, etc. Et en même temps, en signalant les erreurs.
Donc, mais c'est également une erreur que de parler que des choses positives, c'est-à-dire qu'il faut équilibrer les deux, parler des succès, et des bons résultats et des erreurs. Alors, il faut comprendre donc que tous ces processus doivent être des processus graduels. Ici, un commentaire. Un enfant qui veut travailler les champs, qui ne sait pas tenir l'outil, même si l'enfant n'arrive pas à réaliser une tâche, s'il n'est pas capable de le faire, mais si nous lui permettons d'en faire l'expérience, d'essayer, de faire des tentatives, eh bien, l'enfant deviendra une personne plus collaborative. Donc, il s'agit de comprendre que ce que nous disons aujourd'hui ou ce que nous ignorons aujourd'hui, eh bien, cela aura des conséquences demain. C'est le même exemple que tout à l'heure. Si nous voulons voir un arbre fleurir, d'abord, il faut creuser un trou dans la terre, il faut semer la graine, il faut arroser, il faut en prendre soin. Et puis, par la suite, nous verrons les fruits. Eh bien, la parentalité, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que on doit miser sur des changements que l'on ne verra pas dans l'immédiat, immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut attendre à long terme. Il y a d'autres questions. Comment pouvons-nous introduire de façon concrète la participation dans la vie familiale? Là, nous en avons déjà parlé. Comment choisir et prononcer une sanction au cas où l'enfant n'a pas respecté une promesse ou un accord? Mais bon, c'est intéressant. Alors, lorsque les accords sont le fruit d'un accord, lorsque l'enfant peut être plus conscient sur la réalisation. Lorsque nous pensons à la punition, nous pensons nous voulons provoquer un certain malaise chez l'enfant pour obtenir une réaction. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque les normes sont imposées uniquement par l'adulte et qu'il n'y a pas un processus de construction collective, nous voyons que les enfants tendent à être plus rebelles, à se révolter. Mais lorsque les enfants participent à la conception des normes, eh bien, les résultats sont différents. Je propose souvent aux parents de demander à l'enfant ce qu'ils feraient eux s'ils étaient à la place de leurs parents. Et nous voyons souvent que les enfants sont souvent plus sévères que les adultes. C'est-à-dire que si l'enfant dit que la solution est une punition physique, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est là le bon chemin. Il s'agit plutôt ici de comprendre ce que vous proposez aux enfants pour qu'ils se responsabilisent. Sont-ils disposés à demander des excuses, à générer des changements? Des enfants qui étaient des adolescents qui étaient mal à l'aise avec leur professeur ont fait des graffitis sur les murs de l'école en insultant le professeur. Et alors, on se posait la question de savoir à l'école qu'il fallait expulser les adolescents. Et ce professeur qui s'est sensibilisé a proposé une autre solution. Il leur a proposé, bien sûr, il leur a dit de bien réfléchir sur ce qu'ils avaient fait et il leur proposait donc d'effacer ce graffiti, de réparer, disons, le mur. Et donc, ils devaient concevoir un projet. Donc, il fallait de la peinture, et donc, ils devaient faire un projet. Et alors, tout le monde a été très surpris
les jeunes ont été très surpris et ils ont donc commencé à organiser des activités pour collecter des fonds, pour acheter la peinture, parce que l'école ne pouvait pas affronter ces dépenses. Et ils se sont rendus compte que le pouvoir qu'ils avaient utilisé pour exprimer un malaise à travers les insultes, eh bien, ils pouvaient l'utiliser pour exprimer des sentiments positifs. Alors, avec l'argent qu'ils ont collecté, ils ont pu repeindre le mur et ils ont fait un mural à l'école. Cela a été possible grâce à un adulte qui ne voulait pas les faire souffrir et qui a pensé leur donner une leçon. Et cette leçon a eu un effet décisif et important et qui, à mon avis, a été un exemple précieux. Et c'est pourquoi je vous ai partagé cet exemple. Une autre question, il faut avoir des points de référence pour remplacer les punitions corporelles. Si l'on demande aux parents de ne plus faire appel à ce genre de punition, il faut leur donner de nouveaux instruments. Alors, un enfant qui n'a pas respecté l'horaire, par exemple, si l'enfant ne respecte pas, on peut lui dire, tu ne sortiras plus jamais, ou alors on pourra lui dire, si par exemple il sort le vendredi après l'école. Et là, nous l'avons fait avec les parents. Alors, on lui dira que le temps de récréation sera réduit. On réduira la récréation du temps des heures qu'il a été arrivé en retard. C'est-à-dire s'il avait 4 heures, s'il était arrivé 2 heures plus tard, eh bien, on lui enlevait 2 heures de récréation à plusieurs reprises. C'est-à-dire récupérer les heures, lui enlever les heures de récréation. Donc, c'est une façon de leur enseigner, de leur apprendre la responsabilité. Si, par exemple, si j'abuse des ressources dont je dispose, comment donc l'enfant comprendra qu'il aura moins de temps pour la récréation, par exemple, ou il aura moins de temps pour réaliser ses activités. Alors, c'est une façon de percevoir, de le comprendre. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres doutes, d'autres inquiétudes. Je crois que nous avons encore assez de temps pour pouvoir aborder d'autres questions. Alors, pendant que vous réfléchissez pour voir si vous avez des questions, des doutes, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences. Les conséquences, il y en aura toujours. Mais qu'est-ce que nous souhaitons obtenir? Que l'enfant se sente mal à l'aise comme nous avons été mal à l'aise à notre tour lorsque nous étions enfants, ou bien que l'enfant apprenne quelque chose? Est-ce que nous voulons qu'ils apprennent à travers la douleur? Posez la question à un enfant qui a été puni physiquement, qui a eu mal. Et sommes-nous sûrs, en plus, qu'il a compris, qu'il a appris quelque chose? Et faisons attention, parce que comment est-ce qu'il va appliquer cela après? Je vois que quelqu'un a demandé la parole. Bénédiction. Oui, merci beaucoup. Merci pour les différentes présentations. Et, oui, vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien? Oui. Oui, Béné. Voilà. Et oui, je disais merci pour les différentes présentations. Et j'ai suivi un peu la question de Gaston et justement sur les questions culturelles. Et avec toutes les explications qui ont été données,
je me rends compte que dans les contextes de travail, de là où on travaille justement avec les familles, il y a la notion de temps. Donc, la notion de temps, parce qu'au début, c'est toujours difficile d'intégrer, mais je me dis, dans les expériences, peut-être pour la facilitation, je me dis, est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des résistances? Ça, c'est un, et comment ces résistances ont été abordées. Donc, parlant un peu de la culture, parlant un peu de la notion qui venait d'être abordée maintenant par rapport à la reproduction des souffrances. Et ça, c'est vraiment ici, en RDC, et avec les familles qu'on accompagne, il y a cette question-là d'avoir vraiment cette idée-là de mettre en tête que les parents veulent reproduire ce qu'il a subi pendant l'enfance et prendre ça comme un modèle d'éducation parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué, c'est comme ça qu'il a été élevé. Et en arrivant un peu à l'âge où il est maintenant parent, il veut reproduire le même modèle. Et trop souvent, lorsqu'on parle avec de tels parents, trop souvent, il y a beaucoup de résistance parce qu'il y a toujours des références. Mon père faisait ceci, ma mère faisait ceci. Ça, c'est parmi les obstacles clés qui créent des résistances. Je voudrais comprendre comment vraiment aborder ces résistances-là. Ça, c'est ma première préoccupation. Nous avons vu ici dans les familles africaines où il y a, par exemple, des familles où il y a 10 enfants, 15 enfants, où le parent n'a même pas l'état pour les enfants. Intégrer ces questions de parentalité, ça crée déjà le blocage parce qu'on n'a pas le temps. On a vu des familles où le parent ne maîtrise même pas les noms de tous les enfants parce qu'il n'a pas le temps avec eux. Et voilà, donc comment aborder toutes ces questions-là dans le cadre, dans le contexte de cette formation. Voilà un peu. Merci beaucoup. C'est terrible. Mais gracias, Bene, por tu... Alors, merci, Béné, pour cette intervention. En fait, je crois que tu as touché des questions très importantes. C'est vrai, les résistances, il y en aura, il y en a eu, il y en aura toujours. Les parents connaissent une façon, la façon dont ils ont été élevés, et ils sont convaincus que c'est là la meilleure façon d'élever à leur tour leurs enfants, même s'ils ont souffert pendant leur enfance. Et donc, en fait, il s'agit parfois d'un mécanisme inconscient, c'est-à-dire que nous justifions les mécanismes de nos parents pour ne pas devoir nous poser la question, est-ce qu'ils nous aimaient, est-ce qu'ils m'aimaient ou est-ce qu'ils ne m'aimaient pas? Et donc, bien sûr, les parents d'alors ont agi de la meilleure façon possible pour eux. D'après eux, c'était la façon d'élever leurs enfants. Donc, il faut consacrer du temps à l'écoute. À l'écoute de l'enfance de ses parents. Quels ont été les modèles selon lesquels ils ont été élevés? Quels ont été les moments les plus significatifs? Car là, nous devons parler de deux expériences très concrètes, c'est-à-dire d'un côté, se reconnecter avec ces moments très douloureux, des moments de violence, de souffrance, des moments difficiles, et en même temps, se connecter avec les expériences qui nous ont marqués, qui ont marqué ces personnes, des expériences d'affection, de bienveillance, voir quels ont été les mots d'encouragement, les mots bienveillants, les mots d'affection qui ont été prononcés à notre égard. En Amérique latine, par exemple, les personnes associent la douleur avec l'affection parce que les parents disent ici, cela me fait très mal, je souffre plus que toi. Et là, il y a une union entre violence et affection pendant la parentalité. Et là aussi, il faut provoquer un changement. Et à partir de l'expérience des parents, il est plus facile de comprendre qu'en fait, personne n'apprend ou n'apprend bien à travers la souffrance ou à travers la douleur. Voilà pourquoi l'affectivité est extrêmement importante. Comment avoir des comportements affectifs.
Et voilà pourquoi je pense également, comme je vous l'ai dit, qu'il est important d'écouter les parents avant de pouvoir offrir un médicament, une solution. Nous devons comprendre quelle a été la douleur de ces parents, quelle est leur pensée par rapport à cela, et établir justement des connexions, des liens entre ces expériences, et à partir de là, provoquer un changement. Alors, eux, parfois, ils nous disent, vous ne vivez pas ma réalité, et donc, comment pouvez-vous me donner des recommandations valables? Voilà pourquoi il faut écouter absolument leur histoire, leur vécu, pour ensuite pouvoir intervenir. Et puis, la question culturelle, notamment dans ces familles où il y a de très nombreux enfants, les parents sont dépassés, et là, nous assistons à une dynamique la dynamique d'une parentalité partagée, c'est-à-dire que l'enfant est élevé non seulement par les parents, mais également par la communauté. Et c'est difficile à comprendre parce que les responsabilités parentales sont des responsabilités formelles des parents, mais il s'agit également de modèles, de guides, d'accompagnement, et donc des rôles qui peuvent être joués également par d'autres figures qui ne sont pas nécessairement les parents biologiques. Donc, il peut s'agir des grands-parents, des oncles, des tantes, ou bien des frères aînés, des sœurs aînées. Et lorsque nous parlons de parentalité au niveau communautaire, c'est-à-dire lorsque de nombreuses personnes sont impliquées, il faut prévoir des ateliers de sensibilisation à l'égard de ces questions. Et donc, faire en sorte que ces parents tiennent compte de l'ensemble de la famille et faire comprendre que les grands-parents, les oncles, les tantes peuvent contribuer à la parentalité, donc faire grandir ces enfants avec amour et bienveillance. Et donc plusieurs membres d'une même famille peuvent jouer ce rôle de modèle, d'exemple. Et le personnel enseignant également est appelé à jouer un rôle important dans ce sens pour accompagner ces enfants dans les processus de la parentalité responsable. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains levées. Digbé? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, à mon tour, j'ai une préoccupation qui porte un peu sur ce que j'ai appelé le choc des cultures. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, de plus en plus, l'éducation, notamment la manière dont les parents doivent se comporter, très souvent, quelqu'un l'a dit, est inspiré du modèle qu'ils ont reçu, comme un transfert inconscient reçu des parents. Ces parents voudront peut-être transmettre ça. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons des parents qui sont à la croisée des cultures. Il y a ce que le parent a reçu. Il y a ce que aujourd'hui les médias donnent. Il y a ce que l'Occident veut inculquer. Donc, de sorte qu'on a aujourd'hui des parents qui se retrouvent là au milieu d'un choc culturel, ne sachant que faire. Donc, de sorte que le parent qui est en face de son enfant va lui-même peut-être développer, un style d'éducation ou soit aura tendance à donner ce qu'il a reçu. Il y a quelque chose, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une notion, très souvent, nous, ONG, on nous reproche de vouloir, surtout les parents, nous reproche de vouloir calquer ce que les Occidentaux nous donnent, souvent qui ne reflètent pas la réalité culturelle. Et donc voilà, moi, aujourd'hui, c'est avec un peu de recul, j'essaie de me projeter, mais je me dis oui, effectivement, cette mission n'est pas aussi facile pour des parents qui ont reçu quelque chose, qui reçoivent quelque chose de l'Occident, qui ont du mal même à vraiment s'approprier. C'est un peu comme la question, je vais peut-être changer, c'est un peu comme la question même de la démocratie.
les pays africains ne sont pas suffisamment outillés pour manipuler la démocratie, de sorte que ça nous donne des semblants de démocratie qui nous font plus de mal que de bien. Face à ça, quelle réponse? Voilà. Face à ça, justement, quelle réponse? Comment les parents aujourd'hui peuvent se positionner face à toutes ces informations qu'ils reçoivent là? Voilà, pour ne pas vraiment appliquer, parce que souvent aussi, on essaie de se mettre à leur place, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Merci. Je crois que le thème que tu viens d'aborder représente un véritable défi, en effet. C'est vrai, le choc des cultures existe. Et le thème de la démocratie est un thème beaucoup plus vaste et plus riche. Et je crois que nous n'aurons pas assez de temps pour l'affronter. Mais toutes les cultures que j'ai connues, les différents environnements que j'ai connus, et heureusement, mon travail m'a permis de connaître des réalités très différentes par rapport à la réalité dans laquelle j'ai grandi. Et donc, la présence de différentes cultures pose des problèmes qui demandent différentes solutions. Il faut d'abord voir quelle est la chose la meilleure pour les membres de la communauté et pour les membres de la famille. Quelle est la meilleure chose pour les enfants. Et là, il faut tenir compte également de l'environnement religieux, de la spiritualité. Nous avons des traditions culturelles, des traditions religieuses également qui ne souhaitent pas promouvoir justement ce concept de respect. Il y a également différentes façons d'exprimer l'affection, l'amitié, l'amour. Mais lorsque nous voyons que l'affection, le respect sont des aspects importants, nous pouvons créer un langage commun. Et là, nous avons un énorme défi, et vous avez un énorme défi devant vous. C'est-à-dire comment contextualiser tout cela, que faire pour que cela corresponde à la réalité. Je travaillais une fois avec une communauté plurielle et les décisions communautaires étaient prises par les anciens, les sages de la communauté. Ils se réunissaient pour discuter sur certains aspects et seules quelques personnes avaient le droit de prendre la parole. Et les enfants voulaient participer à ces réunions. Et alors, on a parlé avec les leaders de ces communautés et on a parlé surtout sur l'importance de préparer les membres de cette communauté à l'avenir. Alors, les jeunes, en fait, quittaient le village et donc qui allait ensuite gérer la communauté? Et en réfléchissant sur cette inquiétude manifestée par les sages de la communauté, eh bien, nous avons insisté justement sur le fait qu'il fallait préparer les enfants à être des leaders de leur communauté. Et donc, il fallait qu'ils permettent aux enfants au moins d'écouter, d'être là pour écouter ce qui était dit dans les réunions, ou prévoir peut-être un autre espace pour leur permettre d'exprimer leurs propositions, pour comprendre, pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, l'avenir de leur communauté dépendait d'eux également. Alors, il ne s'agissait pas, bien sûr, de renoncer aux valeurs et aux pratiques traditionnelles, mais d'en créer des nouvelles, par exemple. Et donc, un de ces leaders aurait pu demander aux enfants ce qu'ils pensaient au sujet des décisions qui avaient été prises. Et c'est ainsi que des espaces ont été créés pour ces échanges. Et donc, il y a eu un véritable échange. Et à partir de là, les enfants se réunissaient pour élaborer des propositions et ensuite présenter ces propositions à leur leader qui ensuite allait prendre une décision. Et donc, les enfants ont compris qu'ils pouvaient être pris en compte. Et donc, c'était rare
de voir que ce conseil, si on peut dire ce conseil d'anciens du village, acceptait la présence de membres plus jeunes. Et cela, en fait, provoquait un véritable changement, un changement qui a été progressif. Mais cela n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas écouté les enfants, mais également les craintes, les peurs et les inquiétudes de ceux qui exerçaient le pouvoir. Et donc, je crois que l'écoute et le consensus sont deux éléments clés. Alors, si nous faisons partie d'une communauté, si nous voulons bien profiter des valeurs de notre communauté pour renforcer la formation des enfants, eh bien, je crois qu'il est important de s'écouter les uns les autres. Et si nous ne faisons pas partie de cette communauté, il faut que nous travaillions pour que les membres les plus jeunes de ces communautés deviennent des ambassadeurs du changement. Alors, c'est vrai, c'est des réalités en Europe, en France, mais ce n'est pas nécessairement une réalité dans d'autres contextes. Alors, mais si nous sommes capables de générer un changement au niveau des leaders de nos communautés, ils pourront faire en sorte que les enfants deviennent à leur tour des ambassadeurs de changement pour obtenir justement ces changements qui sont si importants pour l'avenir. Et cela signifie également garantir les droits des enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Roland, peut-être? Roland, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Abel. Bon, j'ai deux points sur lesquels je voulais intervenir. D'abord, sur la question de Eric, en fait, la préoccupation. Moi, en fait, je me dis que souvent, les adultes ont besoin aussi d'assistance peut-être psychologique, parce que il y a certains de nos agissements ou de nos comportements qui sont aussi les conséquences peut-être des traumatismes qu'on a dû subir, voilà, suite à l'éducation qu'on a reçue ou à certaines pratiques culturelles qu'on a reçues. Donc, par exemple, pour certains adultes qui se plaignent du fait que, bon, voilà, les normes peut-être internationales ou bien les normes standards que les organisations ou les organismes promeuvent pour l'éducation des enfants viennent pour déséquilibrer un peu nos sociétés. À cela, on pourrait dire que, bon, c'est pas tout qui est mauvais. Tout ce que les autres font ne sont pas forcément mauvais. Nous aussi, dans notre culture, il y a des aspects qui sont vraiment positifs qu'on pourrait partager. Donc, c'est de prendre de part et d'autre et d'adopter peut-être une position équilibrée. Voilà. Donc, c'est de prendre ce qui est bien chez l'autre ou bien ce qu'on perçoit comme bien chez l'autre et ajouter à ce qui est bien chez nous pour éduquer de manière peut-être équilibrée nos enfants. Je prends l'exemple d'une collègue. Bon, les collègues qui sont au Tchad pourront peut-être soutenir ce que je vais dire. Une collègue avec qui on travaillait sur la question de la protection des enfants au Tchad, qui a dit qu'elle est le fruit de ce qu'elle a reçu. C'est-à-dire que quand elle était petite, quand elle était à l'école, en tout cas, on la chicotait. Mais après, nous tous, on a réalisé qu'effectivement, elle était le fruit de cette chicote-là, parce que elle est de formation pédagogue, mais elle n'arrivait pas vraiment à prendre ne serait-ce que la parole devant ses collègues enseignants, éducateurs et tout. Donc, après, on a vu qu'elle avait besoin elle-même d'assistance psychologique puisqu'elle a été traumatisée par l'éducation, le châtiment corporel et tout ça. Et c'est ce qu'elle veut répéter, elle veut transmettre aux enfants. Donc, elle était contre la promotion de la non-violence, de la non-violence à l'école. Voilà. Donc, sur ce point, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais sortir un peu du cadre de ce que, bon, c'est toujours dans le même cadre, mais sortir du fil de la question de la culture. Revenir sur le positionnement
ou bien la position à adopter des parents dans des familles recomposées. C'est-à-dire qu'une famille où il y a un enfant et voilà, et peut-être le père qui prend une nouvelle femme ou bien la maman voilà, qui se met en lien avec un autre homme. Bon, généralement, le comportement de l'enfant vis-à-vis du nouveau parent dépend peut-être de... C'est une question de communication. C'est-à-dire que comment on présente la nouvelle personne qui vient à l'enfant. Voilà, c'est si c'est-à-dire par exemple, si moi j'ai mon enfant et je dois prendre une autre femme qui vient dans ma maison, ça va dépendre de comment je vais présenter cette femme-là. Je vais introduire cette femme auprès de l'enfant que j'ai eu ailleurs. Et très souvent, les parents dans le couple transmettent leur frustration ou leur vécu quotidien à l'enfant et l'enfant souvent se sent obligé, en langage ivoirien, de faire le palabre de leurs parents direct là, à sa place. Si, par exemple, on présente son mari, en fait, son mari à notre enfant comme un mauvais mari qui nous fait souffrir, qui fait ceci, cela, et on partage nos frustrations à l'enfant, l'enfant va adopter un comportement d'adversité vis-à-vis de ce nouveau parent-là. Donc, il faudrait adopter peut-être un comportement en fait, une complicité positive entre les deux parents face à l'enfant. Présenter l'autre, en tout cas, présenter les aspects positifs de l'autre à l'enfant, de sorte à ce que l'enfant puisse respecter, puisse accepter l'autre. Et quand il y a l'acceptation, l'adulte aussi va se sentir aimé et va accepter l'enfant qui n'est pas peut-être son enfant pour que tout le monde se sente à l'aise dans la famille recomposée. Donc, c'est cette contribution que je voulais faire. Merci. Creo, después de escucharte. Alors, après avoir écouté, je crois en effet que beaucoup de parents, beaucoup de familles sont un peu réticentes, ont des difficultés, ont du mal à faire des changements parce qu'elles ont besoin de soutien. Et elles viennent de traumatismes, d'expériences complexes qu'il faut aborder précédemment et il faut également promouvoir ces espaces d'accompagnement, de soutien aux familles pour obtenir ces changements significatifs. Bien sûr, beaucoup de familles auront besoin d'accompagnement psychologique et pour surmonter des expériences qui ont été trop traumatisantes. En ce qui concerne les beaux-parents, eh bien oui, c'est la façon avec laquelle on présente ces personnes. Et c'est cette façon qui aura des conséquences sur l'acceptation. Eh bien, un père ou une mère qui parle mal ou de cette autre figure obtiendra une résistance majeure. Ce sont des thèmes qu'il faut aborder au niveau de la famille. Donc, ma réflexion est magnifique. Avant de conclure, puisque nous sommes déjà sur l'heure, Nicolas, j'ai vu que tu avais demandé la parole. Je ne sais pas si tu veux faire un dernier commentaire avant de conclure la rencontre. Le son est mauvais, Nicolas. Ça grésille beaucoup. On entend très mal. Oui, c'est mieux. Ok, d'accord. Moi, je voulais aborder un peu dans le sens de Bénédicte là par rapport aux résistances, mais sur le plan des coutumes qui se vivent dans les localités, surtout au Tchad. Par exemple, le cas de l'excision. Il y a une période, par exemple, où toutes les filles, les jeunes filles non excisées sont censées aller à l'initiation. Et là, les parents sont conscients, les enfants aussi sont conscients, et c'est un truc qui devient à l'accoutumée normal. Et cette résistance, comment on pourra faire pour la briser? Parce que l'enfant et les parents sont déjà conscients que ça doit se passer.
de telle manière. Je voulais juste avoir une précision. Sur l'excision, hein. Oui. Si. Nicolas. Bien. Merci Nicolas pour ton commentaire. En effet, j'aimerais bien le dire d'une façon toute simple, mais d'une façon puissante. Nous devons aider c'est la connexion. Nous devons aider les parents à se connecter avec leur expérience, avec leur vie et se connecter avec leurs enfants. Lorsqu'ils seront conscients de cette connexion, de ce lien, et nous faisons appel non seulement à la raison, mais également à notre cœur, c'est là que nous commencerons à voir des changements. Bien sûr, ce travail exige de nous beaucoup de constance, exige de ces personnes beaucoup de constance, et que c'est un travail et un changement que l'on n'obtiendra pas d'un jour à l'autre. Et lorsque nous aimerions que lorsque nous passons la formation aux parents, bien, nous aimerions qu'ils l'acceptent. Mais bien sûr, il leur faudra plusieurs années pour arriver à un changement significatif. Alors, à travers ce lien avec le passé, ce lien avec les expériences et grâce à la patience, nous obtiendrons le résultat souhaité. Ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire puisque nous n'avons plus de temps à disposition. Avant de conclure la rencontre, je tiens à vous remercier pour votre participation. Je tiens à remercier Marie-Laure et je tiens à vous dire que nous sommes toujours là, disposés à échanger des idées, à cheminer ensemble. Merci bien, Abel. On pourrait rester des heures et des heures à discuter, mais on a chacun aussi d'autres activités. Donc, merci aux interprètes et merci pour vos contributions. Et il y aura peut-être d'autres occasions pour discuter par Zoom ou lorsqu'on se rencontre avec chacun des partenaires. Donc, merci pour vos contributions. Et c'est le début, et on a vu que c'était progressif et qu'il fallait du temps, donc c'est normal aussi que ce changement prenne du temps et que on a vu que on demande des changements aux enfants, mais c'est des changements petit à petit. C'est pas du jour au lendemain que l'enfant va comprendre et va appliquer. Donc c'est normal et c'est à nous d'être toujours patients et de répéter. Donc patience à chacun dans nos vies familiales et professionnelles. Et bon travail, bonne soirée et bonne journée, Abel. Merci à tous. Et merci, Diego, pour la coordination. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.